Ok, alors je voulais commencer par vous donner quelques petites informations, mais très brèves, sur le pays d'où nous venons, la Suisse, et Lausanne plus particulièrement. Vous voyez, c'est le petit point rouge à l'ouest, au sud-ouest de la Suisse. Donc ça, c'est la ville qui nous concerne. C'est un bassin de 350 000 personnes qui sont concernées par l'hôpital universitaire vaudois pour lequel nous travaillons, vu que nous sommes sur la région centre. Il y a une région nord, une région ouest et est également. Vous pouvez voir qu'il y a 95 lits pour la région centre en psychiatrie adulte, et puis des durées de séjour moyennes. Alors là, j'ai les chiffres de 2011 de 24,7 jours, avec une médiane de 13,7 jours d'hospitalisation. Voilà, c'est pour les infos, et un taux d'occupation de 105%, et puis une répartition en sections spécialisées. Voilà, et puis je voulais revenir sur ce dernier point, le point des sections spécialisées, parce que la raison pour laquelle le titre parle de troubles du spectre de la schizophrénie, c'est que dans nos services, les personnes sont orientées en fonction d'un diagnostic catégoriel. Alors effectivement, le diagnostic catégoriel nous offre une description d'épisodes, et puis nous permet éventuellement d'orienter des patients au niveau de l'hôpital psychiatrique. Et puis il se trouve que comme ça, chez nous, c'est comme ça qu'on oriente les patients. Donc moi, je travaille dans un service ambulatoire qui accueille des personnes qu'on dit souffrir d'un trouble du spectre de la schizophrénie, et je travaille au niveau de l'ambulatoire, donc d'un service de consultation lié à l'hôpital, qui a aussi une partie hospitalière. Voilà. Pour ça, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Maintenant, la question qu'on se pose ici, c'est finalement comment proposer un accompagnement vers le rétablissement, ou comment proposer un programme thérapeutique de soutien et d'entraînement répondant au mieux aux projets et aux besoins d'aide d'une personne en souffrance psychique, comme des personnes souffrant de schizophrénie ou de troubles psychiatriques psychiques sévères. Comment communiquer et aussi travailler de manière pertinente et efficace en réseau pour aider des personnes en situation complexe et nécessitant l'accompagnement de divers spécialistes sur le chemin du rétablissement. Pour tenter d'y répondre, nous centrons chez nous, et nous essayons de le faire, et le professeur van der Linden disait l'importance de tenir compte des différences interindividuelles des personnes, en particulier pour établir un projet de soins. Et nous pensons qu'il est important, effectivement, avec nos patients, de s'intéresser à quelle est la demande, quel est le projet, quelles sont les valeurs de la personne, et c'est quelque chose qu'on a bien compris ces 2 jours. Et pourtant, c'est pas si évident toujours de connaître ou d'arriver aux valeurs personnelles de la personne. Ça n'est pas facile pour nous, en tant que personne, peu importe qui, et ça l'est peut-être plus encore quand on souffre de troubles psychiques. Parce que les valeurs personnelles, c'est pas les valeurs sociales, c'est des valeurs qui sont censées être les nôtres. Et puis, on peut se poser la question si la valeur être marié, avoir 2 enfants, un chien, une maison, si possible en ville, mais proche de la campagne, avec une balançoire, etc. Est-ce que ça, c'est une valeur personnelle ou c'est une valeur sociale, par exemple? Donc voilà, on va essayer en tout cas de se poser cette question et de tendre vers plutôt essayer de trouver finalement quelle est la valeur plus personnelle que la personne peut avoir. Et la question, c'est comment on arrive à faire ça et quels outils on a à disposition pour le faire. Alors, je vais tenter partiellement d'offrir une réponse à cette question tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais dire aussi qu'effectivement, la liste des ressources, et on en a beaucoup parlé ces 2 jours aussi, est une partie importante. Le professeur Grissen disait qu'il fallait s'intéresser à 50% aux ressources, je crois. Si je me trompe, il peut peut-être corriger. Et puis, donc, ça dit en tout cas que c'est quelque chose d'important et qu'il faut s'intéresser à cette question des ressources. Maintenant, il y a aussi la question des plaintes et des difficultés, parce qu'un certain nombre de choses vont entraver les projets des personnes dans leur cheminement vers le rétablissement. Et on veut pouvoir agir sur ces choses qui entravent finalement ce cheminement vers le rétablissement. Comment on peut faire ça ? Alors, on ne prétend pas pouvoir y répondre, mais peut-être, en tout cas, on peut se poser la question, mais quel type de traitement on propose ? Et on sait qu'il existe
et on utilise ce type de traitement quand on travaille comme psychologue, les traitements symptomatiques, ou comme psychiatre ou comme infirmier, peu importe, c'est-à-dire l'idée de supprimer les symptômes ou de les réduire. Ça peut être un objectif de traitement, un objectif thérapeutique, un objectif tout court. On peut aussi plutôt se dire on va faire un traitement physiopathologique ou étiologique. Ça signifie qu'on va plutôt essayer d'agir sur les causes, ou les causes qu'on pense, ce qu'on pense être les causes de la maladie. Dans le premier cas, on pourrait donner l'exemple du fébrifuge qui est là pour faire tomber la fièvre. On agit simplement sur le symptôme. Dans le deuxième cas, on va choisir un antibiotique pour se protéger ou pour agir sur les causes de la maladie. En tous les cas, ce qu'on sait, en tout cas pour les symptômes psychotiques, c'est que la littérature nous montre qu'entre 20 et 50% des personnes qui souffrent d'un trouble du spectre de la schizophrénie ont des symptômes psychotiques persistants malgré des traitements neuroleptiques. Peut-être même que c'est plus, et même si un certain nombre de personnes arrivent à un bon résultat avec les traitements, ces traitements neuroleptiques, on l'a dit aussi beaucoup, ont des effets secondaires, et ces effets secondaires sont très indésirables et très pénibles à vivre. Et puis on peut imaginer une autre façon ou un autre rapport aux symptômes, c'est l'idée de s'entraîner à modifier le rapport aux objets de la souffrance ou aux symptômes et aux difficultés. Et comment on peut faire ça? Alors, de diverses manières, mais une possibilité, c'est d'utiliser des choses comme les thérapies basées sur l'acceptation, comme la pleine conscience. Alors, c'est quelque chose qui est pas mal à la mode, je ne sais pas si c'est le cas ici, en tout cas en Suisse. Beaucoup, vous dites. Et puis, les thérapies d'engagement comme l'ACT. Je ne sais pas si vous connaissez aussi l'ACT ou si vous n'aimez pas. Ce qui m'intéresse de dire, c'est que, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans ces techniques, c'est que c'est aussi des techniques qu'on utilise pour soi. Moi, je dois dire que j'utilise beaucoup la pleine conscience personnellement dans ma vie de tous les jours, que c'est une obligation aussi quand on travaille avec la pleine conscience et qu'on s'y forme de l'utiliser pour soi, et que ça offre vraiment pour moi quelque chose de différent, et que c'est là que ça devient intéressant pour moi de le proposer à d'autres. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, il y a des gens qui trouvent que c'est utile, d'autres non, et certainement que ça l'est pas pour tout le monde, mais c'est une possibilité. Et par rapport à ça, je voulais montrer un exemple, une situation d'une personne, alors ici un homme de 35 ans qui a un diagnostic catégoriel de schizophrénie dite indifférenciée pour le DSM-4. Dans le DSM-5, vous savez sans doute qu'on ne parle plus de type de schizophrénie, donc on va dire une schizophrénie, et puis on va pouvoir évaluer la sévérité et l'hétérogénéité, parce qu'on a cette volonté avec le DSM-5 d'aller vers une approche plus dimensionnelle. La question, est-ce qu'on y arrive? C'est un autre débat, et je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, mais voilà, donc on a un diagnostic, ça c'est la réalité de ce avec quoi les gens arrivent, et puis on a une demande. Alors on peut avoir une demande claire ou une demande floue. On a des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, et d'autres qui ne sont pas au clair. Ici on a le cas d'une personne qui sait qu'elle veut travailler. Alors on n'a pas choisi cet exemple par hasard, parce qu'on va parler de ressorts et d'autres choses qui vont dans le sens de promouvoir le cheminement vers le travail. Alors là, dans le cas de la personne dont je parle, ses valeurs, c'est le travail, l'autonomie. Son projet ou ses intérêts, c'est trouver du travail dans la première économie. Et puis, elle a un certain nombre de ressources. Elle vit dans un foyer où elle se sent bien. Elle a des amis, de bonnes alliances avec les personnes qui l'accompagnent. Elle a une grande motivation à travailler. Elle a une passion pour l'automobile. Elle est rigoureuse et organisée, cette personne. Et elle dessine et elle peint. Ça, c'est des choses qu'elle aime faire et des ressources pour elle. Dans les plaintes principales qu'elle présente, il y a des difficultés à mémoriser et avec l'attention. Et puis, elle se plaint aussi de symptômes positifs, d'hallucinations auditives persistantes qui entravent son cheminement vers le rétablissement, parce que ces voix lui disent « tu n'arriveras jamais à travailler, t'es nul, t'es pas à la hauteur », enfin des choses comme ça qui entravent finalement son projet de travail. Elle a aussi des difficultés au niveau social, de la peine à aller vers les autres. Elle est dans une forme d'évitement social. Elle a tendance
à éviter les autres par peur surtout. Et on va lui proposer différentes choses qu'on peut proposer dans notre service. Et ici, on a choisi avec cette personne, après lui avoir proposé et parce qu'elle a trouvé que c'était intéressant pour elle, Ressort, quel réseau de soutien et d'orientation vers le travail, et que Stéphanie va présenter tout à l'heure, et un groupe, le groupe Se Rétablir, qu'on a développé chez nous, que ma collègue Dominique va décrire tout à l'heure, et puis un travail individuel avec l'acte et la pleine conscience que je vais présenter très très brièvement maintenant. Voilà pour ça. Alors, la pleine conscience et les symptômes psychotiques, ou la pleine conscience tout court, c'est l'idée d'être ancré dans le moment présent, ça vous le savez, sauf que ce n'est pas chose évidente. Hein. Là, j'ai mis 2 petites vignettes, si vous voulez prendre le temps de le lire. Voilà, très rapidement. Maintenant, cette idée d'utiliser la pleine conscience par rapport aux voix, par rapport aux pensées ou aux idées dites de persécution, par exemple, elle a été proposée en premier par Chadwick, Newman et Abba, qui ont proposé en fait d'expliquer quel processus se passe ou avec les sensations psychotiques en général. Quand il y a une réaction pénible, il y a du jugement. Et je pense à l'exemple d'un patient qui me décrivait toujours un temps que pour lui, c'était impossible de dormir dans sa chambre depuis des années. Il ne pouvait plus dormir dans sa chambre, donc il dormait assis dans un fauteuil au salon. Et puis, pour lui, c'était très pénible, mais parce que dans sa chambre, il y avait des voix tout le temps qui l'empêchaient de dormir, qui lui criaient dessus. Et pour lui, ce n'était pas possible autrement. Puis on a commencé un travail avec la pleine conscience. Et le but de la pleine conscience, c'est vraiment de s'ancrer sur ce qui se passe. Et donc là, il devait décrire ces voix. Donc il a commencé à les décrire. Il a commencé à décrire leur fréquence, leur hauteur, ce qu'elles disaient, et à vraiment se centrer dessus dans un premier temps, et avec l'idée aussi, après dans un deuxième temps, parce que c'est celui de la pleine conscience aussi, de prendre du recul par rapport à ces voix. Si je les regarde, c'est que je ne suis pas complètement prise par elles, c'est que j'ai de la distance et je peux voir ce qui se passe autour et je ne suis pas complètement pris dedans. Et à ce moment-là, c'est véridique pour ce patient, et peut-être c'est d'autres choses qui expliquent aussi ça, il a pu ensuite retourner dormir dans sa chambre, c'était plus un problème. Après, il faut aussi savoir que l'entraînement à la pleine conscience, c'est quelque chose qui doit se faire au long cours. Donc, en général, il faudrait continuer à faire ce travail. Mais là, c'était ma première expérience avec la pleine conscience, puis c'est une expérience que je trouvais assez intéressante. Surtout qu'au début, j'étais absolument sceptique avec la pleine conscience. Ça ne m'avait pas plu. J'étais très TCC et contrôle, donc résolution de problèmes. Donc, se poser, s'ancrer, ce n'était pas vraiment mon truc. Et puis en fait, c'est Jérôme Favreau, pour ceux qui le connaissent, qui m'avait dit « mais toi, tu as fait des formations, est-ce que tu ne veux pas essayer avec un patient ?» J'étais là « bon, ok, oui, j'essaye ». J'ai commencé et c'est vraiment ma première expérience. Et après, je suis devenue adepte. Et on a fait des groupes, on a fait différentes choses en pleine conscience. Et pour moi, c'est une option que je trouve vraiment intéressante. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un processus pleine conscience ? Chadwick, toujours, propose que finalement, par rapport à ces sensations psychotiques déplaisantes, on va plutôt être dans quelque chose de laisser aller, de non-jugement, d'acceptation et vers une pleine conscience. Donc on n'est plus dans l'évitement, on sait que l'évitement ça ne marche pas, et on n'est pas non plus happé complètement par les sensations. En tout cas, c'est le but recherché. Donc c'est vraiment un changement de rapport aux symptômes plutôt que l'idée de les supprimer, de les éviter. Voilà. Ça va ? Je voulais parler courtement de l'acte aussi et de ce que ça amène en plus pour moi, qui est aussi une option. Cette année, j'ai acheté Passer à l'acte, qui est en français, de Russ Harris. Alors, s'il y a des gens que ça intéresse, je peux le laisser là. Je ne suis pas payée pour faire de la pub, mais je trouve que c'est vraiment très, très intéressant, alors je le dis. Voilà. Donc, eux partent vraiment de l'idée qu'il y a un certain nombre de tendances à l'action qui sont néfastes pour la personne. Et on a parmi ces tendances la notion d'évitement dont j'ai parlé un petit peu, puis quelque chose de l'ordre de la fusion et la fusion avec les pensées. C'est l'idée que qu'on est souvent, on peut avoir tendance à être collé à ses pensées. Ça marche. Même, je crois que c'est ma dernière dia. Voilà. Donc l'idée que quand on est collé avec ses pensées, comme on peut être collé avec sa souffrance ou avec ses symptômes,
on n'a plus aucun moyen d'agir et de voir ce qui se passe autour de nous à part ça. Alors que, comme je l'ai dit, finalement, ça c'est l'idée, je suis collée, je suis pris dans mes soucis. Si je peux, à un moment donné, le regarder de plus loin, être en position, on pourrait dire, un peu plus méta, ce n'est pas de l'évitement, ce n'est pas nier mes difficultés, mais c'est leur donner moins de place dans l'espace. Et c'est vraiment ce qu'on cherche avec ce qu'ils appellent diffusion, la diffusion. Et donc l'idée, c'est aussi de réfléchir à nos systèmes de pensée pour aller aussi dans le sens d'action efficace plutôt qu'inefficace. Je m'explique encore juste là-dessus et après je m'arrête. C'est vraiment l'idée de dire que finalement, quand on a des pensées qui ne vont pas dans le sens de nos projets de vie ou de nos valeurs, on va avoir tendance, ces pensées vont tendance à nous bloquer dans notre vie. Je m'explique, si je me dis, effectivement, par exemple, je ne suis pas à la hauteur du projet que j'ai, qu'est-ce que je fais ? Je vais m'asseoir dans mon canapé, manger des chips et attendre que ça passe. Le problème, ce n'est pas tellement de manger des chips et d'attendre que ça passe, mais le problème, c'est que pendant ce temps, mes projets n'avancent pas et que je ne vais pas dans la direction que je souhaite. Donc, ma pensée ne m'aide pas à aller là où je veux aller. Et c'est ça qui est important. Et on parlait beaucoup ces 2 jours de la notion de pilote dans l'avion. Et je voudrais dire, c'est vraiment l'idée aussi que, ok, le but, et peut-être ce que je voudrais rajouter, c'est quand des patients viennent, et moi j'en ai beaucoup qui viennent avec la demande, je veux plus souffrir, j'en ai marre, et ça peut que se comprendre. Et j'adorerais avoir une baguette magique et pouvoir dire, ok, je peux faire ça, je sais faire ça, sauf que je ne sais pas faire ça. Donc voilà, donc moi en général, ce que je leur dis, je crois, de mon expérience, la souffrance, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la vie, mais peut-être qu'on a moyen de changer ce rapport à cette souffrance et qu'on peut trouver des outils. Alors moi, je vous présente 2 que j'aime, mais je pense qu'il y en a plein d'autres, pour plutôt essayer d'aller vers du sens de vie, effectivement, que cette souffrance, elle puisse un peu prendre moins de place. Mais la souffrance, je pense que ça fait partie aussi du chemin, et puis voilà, je vais finir avec ça. Alors je vais vous parler du groupe Se Rétablir. En fait, on s'est posé la question dans notre section, quand on nous a parlé du rétablissement il y a à peu près 10 ans, quelque chose comme ça, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va parler de ça à nos patients ? Comment est-ce qu'on va mettre ça en place ? Donc bien sûr, on s'est réunis, on a réfléchi, pas trop longtemps quand même, parce qu'après, on passe à autre chose. Donc en fait, on s'est dit, on va le mettre en place. Alors on s'est d'abord appuyé sur une définition que je vais vous lire. Elle est le processus par lequel les gens sont capables de vivre, de travailler, d'apprendre et de participer pleinement à la vie de leur communauté. Pour certaines personnes, le rétablissement est la capacité à vivre une vie pleine et productive malgré un handicap. Pour d'autres, le rétablissement implique la réduction ou la rémission totale des symptômes. La science a montré que l'espoir joue un rôle capital dans le rétablissement. On s'est basé sur le modèle inspiré du programme Illness Management and Recovery de Susan Gingerich, qui est clinicienne à l'université de McGregor dans l'Ohio, ainsi que de Kim Muser, qui est professeur à l'école de médecine de Dartmouth. Pour pouvoir enseigner ou informer et former aussi nos participants, on ne parle pas tellement de patients mais plutôt de participants, eh bien on a dû quand même prendre le concept et ainsi que par exemple le processus qui est composé de 4 éléments comme vous pouvez le voir. Donc l'espoir. L'espoir, qu'est-ce que ça veut dire brièvement ? Ça veut dire que toute personne est capable d'apprendre, d'évoluer, de changer. La redéfinition de son identité, le patient ou la personne n'est pas son diagnostic, mais une personne dans sa globalité. Trouver un sens à la vie, c'est mettre en lumière ses ressources. Le fait de prendre la responsabilité du rétablissement, c'est reprendre un rôle, devenir père aidant, pourquoi pas. Et ensuite, les 5 étapes d'Andressen. Celles-ci, elles sont formalisées selon l'expérience du rétablissement de la schizophrénie vers un modèle par étapes. Ce modèle est non linéaire et hétérogène dans les domaines de la vie. Donc les voici. Donc le moratoire.
Donc ça, c'est le déni, la confusion. Comme je vous laisse lire, et entre deux, je peux vous dire que par rapport au groupe, que déjà rien que les personnes qui sont dans le groupe, ils ont déjà un petit peu dépassé le moratoire, mais ça n'empêche pas qu'ils puissent revenir sur ce palier-là. La conscience, pour nous, quand ils sont présents, qu'ils sont réguliers, et puis qu'ils peuvent échanger avec les autres, ou même parfois les écouter, il y a déjà une prise de conscience, une envie peut-être de changer. La préparation, c'est le côté interactif. Les discussions élargies donnent les possibilités, ça leur donne des pistes éventuellement, ou d'entendre ce que les autres ont comme outil personnellement. La reconstruction, donc c'est oser. La plupart de nos participants se situent à ce niveau-là, ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même parfois des allers-retours, et ces allers-retours peuvent être dus à des facteurs extérieurs, comme traumatisants, ça peut être une rupture, hein, ça peut être un arrêt du travail, ça peut être une rechute aussi. Hein. Et puis la croissance, donc ça c'est le nouveau self, et qui donc peut devenir père aidant, retrouver son rôle ou témoigner aussi dans le cadre du groupe. Ces éléments sont les fils rouges des animateurs, mais on utilise aussi d'autres outils, comme la psychoéducation, l'information sur les symptômes, les risques de rechute, le stress, la vulnérabilité, les médicaments. Dans les techniques cognitives, on les encourage à s'exposer. On partage les outils également aussi de la troisième vague, donc la gestion des émotions, la normalisation. Donc on utilise nos propres exemples du vécu, on partage avec eux. Stimuler l'entraide, donc c'est les encourager. Et puis ensuite encourager la créativité, donc stimuler la créativité. Du modèle théorique à l'offre en soins, je vais maintenant vous illustrer le passage du modèle théorique à l'offre par le biais du groupe, conçu comme une vitrine pour véhiculer le message du rétablissement de notre section de psychiatrie sociale et surtout comme une offre thérapeutique centrée sur le cheminement individuel des patients dans ce processus rétablissement, et ceci au travers d'une offre thérapeutique groupale. La base du rétablissement, c'est le self. Il est issu du mouvement self-help du patient et de leur expérience de vie. En premier lieu, dans le cas du groupe, donc, on rencontre chaque personne individuellement. Ceci afin de générer déjà un lien, de voir si leur participation est légitime, et puis ensuite de présenter un peu les buts du groupe, et en même temps de mettre en exergue leur objectif personnel. Le groupe que nous avons, ça fait 5 ans, hein, existe depuis 5 ans. Nous accueillons entre 2 à 10 participants âgés de 18 à 65 ans, peu importe le problème. Ils sont entourés de 2 animateurs pluridisciplinaires. Et là, j'insiste, pluridisciplinaire parce que c'est pas 2 infirmières, c'est pas 2 psychologues, c'est une fois une infirmière avec une psychologue, vice-versa, ou même ergothérapeute, ou même musicothérapeute, et même assistants sociaux, il n'y a pas de problème. Ce qui importe, c'est que le fait qu'il y ait 2 personnes de professions différentes enrichit l'animation du groupe. Et la durée est de 6 à 9 mois. Peut-être ça peut vous paraître assez long, mais ça c'était un peu au début, parce que bon, on a quand même dû un petit peu se frotter un peu à la réalité. On avait plein d'idées, plein de choses, on a mis plein d'éléments dedans, puis on s'est rendu compte que si on voulait avoir un dynamisme et puis de l'interaction avec les personnes, eh bien, on devait plus laisser la place au dialogue que simplement aux vignettes. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons aussi fait le choix de ne pas prendre des patients qui étaient hospitalisés et ou en crise, parce que ça pouvait risquer de changer la dynamique du groupe. Donc, dans notre espace, nous avons fait ce choix-là, mais je pense qu'il y a moyen de le faire peut-être dans le milieu hospitalier d'une manière différente. Donc, voici les modules que nous mettons en place. Donc, c'est-à-dire les stratégies du rétablissement, les faits concrets établis sur la schizophrénie, troubles bipolaires et la dépression. Les patients choisissent en commun le thème qu'ils désirent aborder en priorité.
Au cours des différents groupes, nous avons complété, adapté et modifié le contenu en fonction de notre culture, des pathologies présentées par nos participants et de leurs questions. Cette démarche, elle se veut processuelle et en mouvement perpétuel, comme le message du rétablissement. Additionner, entre autres, d'outils et de supports, comme parfois on a invité du reste, lors du module l'utilisation de la médication de façon efficace, on a invité un médecin à la demande des participants parce qu'ils étaient dans le questionnement, mais enfin, le neuroleptique, qu'est-ce qu'il fait dans ma tête, jusqu'où ça va, est-ce que ça va au neurotransmetteur, enfin, quelle est l'action, je comprends pas tout. Donc là, on s'est permis d'inviter des gens comme ça. Et en même temps, aussi en supplément, nous avons aussi demandé à d'anciens participants de venir témoigner. Et ils sont venus, participer très volontiers. De plus, en tant qu'outil, nous utilisons aussi un jeu socio-éducatif. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le jeu Faire du chemin, c'est le but de chez Lundbeck. Alors, je vous donnerai quelques exemples. Je peux vous les donner de suite, comme ça on est OK. En fait, c'est un jeu avec des cartes de couleurs et en dés. Donc chaque personne lance le dé et tire une carte en fonction de la couleur. Donc il y a le thème des troubles psychiques et du traitement sur une couleur. L'autre, c'est la culture générale. L'autre, c'est les préférences et goûts personnels. Et l'autre, c'est l'image à développer. Alors imaginons, je vais vous poser la question, est-il judicieux de tout dire sur la maladie ? Vous voulez la réponse ? Oui, un grand oui. Oui, un besoin net de savoir, de transparence, besoin aussi d'être assuré. Mais, bien sûr, il y a un mais, c'est sans recevoir les informations tout en même temps. Attendez qu'il vous pose les questions. Ou alors, par exemple, la qualité du personnel soignant. Ça rejoint, je crois qu'il y a un monsieur qui a parlé de ça aussi. Eh bien, ils doivent se différencier. Donc, à l'hôpital, ça ne les gêne pas que l'on porte des blouses ou pas. Nous, on ne porte pas de blouse dans notre service, même dans le milieu hospitalier. Mais ça, c'est pas quelque chose qui les contraint, l'uniforme. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est de sourire, mais pas trop. À l'écoute, ouvert, compréhensif et bien formé. Ça ne veut pas dire formé physiquement, s'il vous plaît. On passe de ça. Mais formé, que vous leur donnez des vraies réponses, que vous les emballez pas dans des choses que vous dites. Soyez vrai, dites, je ne sais pas. C'est pas grave, je vais me renseigner, je demande, enfin voilà. Et puis, par exemple, dans le jeu, il y a des images. Alors, sur une des images, il comporte des béquilles. Que pensez-vous pour vous ce que ça signifie, ces béquilles ? Vous répondez pas trop. Eh bien, c'est d'arrêter, pour eux, c'est d'arrêter les médicaments. Enfin voilà. Donc ça, c'est en partie le jeu que nous avons. Et puis voilà, ça c'est le vrai, enfin si vous voulez dire que ça c'est les vignettes qu'on utilise vraiment dans le groupe. Donc on commence comme ça. Que signifie le rétablissement pour vous ? Moi je vous demanderais si vous pouvez prendre quelques secondes pour vous de réflexion et de vous dire mais qu'est-ce que ça signifie pour moi le rétablissement ? C'est vrai que nos patients, c'est ceux qui peuvent mieux le dire, qu'est-ce que c'est le rétablissement ? Et puis ce qu'on a pu très souvent retrouver dans les mots-clés qu'ils nous donnaient, c'était retrouver. Retrouver sa liberté, retrouver son travail, retrouver des activités, retrouver la connexion avec le monde extérieur. Les facteurs qui sont considérés par les patients les plus importants aussi dans le rétablissement sont les qualités humaines des thérapeutes. Donc, mis à part un peu de sourire, pas trop, égalité, acceptation, empathie et confiance. La force intellectuelle, les croyances religieuses, la médication, l'hospitalisation dans un second plan qui reste plutôt en tant qu'isolement et protection du monde extérieur,
et la solidarité avec les autres. Alors je pense que vous avez trouvé une réponse à tout à chacun de votre signification du rétablissement. Et puis là, je vais vous montrer quelques-unes. Donc comme vous pouvez voir, c'est se rétablir d'une maladie mentale, c'est pas comme se rétablir d'un rhume, c'est rétablir votre vie et votre identité. Ou alors, avoir une maladie mentale, c'est une partie de ma vie, mais c'est pas le centre de ma vie. Donc c'est comme ça qu'on commence dans le groupe. Donc on leur demande qu'est-ce que ça signifie. Mais ensuite, après, on travaille un peu sur les stratégies du rétablissement. Quelles sont leurs propres stratégies du rétablissement? Là, je peux vous en donner quelques-unes. Ça va, j'ai le temps. Savoir patienter. Faire du foot, de la guitare, par exemple. Maintenir sa santé physique et l'hygiène de vie. Rester dans des lieux connus. Suivre son traitement, trouver son rythme. Comme vous pouvez l'observer, les vignettes se terminent toujours par 2 questions. Laquelle de ces stratégies du rétablissement avez-vous utilisé ou aimeriez-vous essayer ou développer davantage? Donc, nous leur posons la question, laquelle ils aimeraient utiliser, et puis nous essayons de mettre ça en mémoire et de leur poser la question la fois suivante ou des séances plus tard et de leur poser la question s'ils ont pu mettre en place, ou alors même le groupe peut leur suggérer et les aider. Ils sont très aidants, vraiment. Voici le module, enfin ça c'est la mise en place des objectifs. Donc on est obligé de commencer par la définition du rétablissement, ce qu'eux ils amènent, pour eux qu'est-ce que ça signifie, ensuite les stratégies, et puis donc on termine par les objectifs. Donc chacun va mettre un ou plusieurs objectifs importants. Laissez-leur mettre les objectifs qu'ils veulent. Si le gars vous dit j'ai envie de faire le tour de France, ok, fais-le. Mais après, on réfléchit comment on peut l'atteindre cet objectif. S'il désire arrêter ses médicaments, ok. On n'est pas là pour dire non, ni juger, ni quoi que ce soit. C'est ça qui est vraiment important dans le cas du groupe. Surtout que, j'ai un petit peu oublié, c'est que dans le cas de groupe, il y a quand même des règles, il y a de la confidentialité. Donc ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. J'ai mélangé. Là, je peux vous donner quelques exemples d'objectifs. J'ai un peu mélangé mes feuilles, je m'excuse. Oui, 5 minutes, c'est fini après. Donc, les objectifs personnels qu'on a pu extraire de ces groupes, c'était aussi de faire de nouvelles expériences, trouver les mots pour expliquer sa situation, avoir la bonne distance avec ses amis, ne plus vivre dans la peur du jugement des autres. Ce qui importe, c'est que la majorité des personnes disent, quand elles sont dans le rétablissement, qu'elles ont besoin de se mettre des objectifs. Petits ou grands, elles ont besoin de le faire. Quoi qu'il en soit, le fait d'expérimenter des symptômes psychiatriques peut vous prendre beaucoup de temps et d'énergie. Parfois, cela rend difficile la participation à des activités ou même le fait de penser à ce que vous aimeriez faire. En conclusion, parce qu'il faut bien que je termine et que je passe la parole à ma collègue, le groupe se rétablir est un outil de notre unité qui valorise les échanges et la prise en compte des avis personnels. Il en découle une dynamique encourageant le partenariat et l'autodétermination. Ceci favorise de notre expérience une démarche de reconstruction et de changement en plusieurs étapes qui va permettre aux personnes atteintes dans leur santé psychique de trouver de l'espoir, de redéfinir leur identité et de redonner un sens à leur vie. Merci. Ok, alors encore 15 minutes ou 20 d'attention de votre part. C'est pas facile en fin de journée, mais vous êtes braves. Si je m'étends un peu trop, il faut m'arrêter. Moi, j'adore parler de ce que je fais. Alors, c'est possible que je m'étale un peu trop. Mais je vais vous parler de Ressort. Ressort, c'est le dispositif qui a été créé il y a 5 ans à Lausanne pour le soutien en emploi. Par rapport au soutien en emploi, Guy Deleu vous a déjà parlé d'IPS. Enfin, moi, on m'a dit, viens à Marseille, il faut que tu présentes IPS à Marseille. Alors, je suis venue avec mes vignettes IPS et tout. Puis j'ai vu que dans la présentation, il y avait une présentation assez détaillée d'IPS. Alors, je ne vais pas vous présenter ça en théorie. J'ai
plutôt vous présenter comme un cas pratique, enfin pratiquement ce que ça donne le modèle. Je me disais que c'était assez complémentaire par rapport à ce qui avait été dit jusqu'à maintenant. Pour avoir le temps de faire ça, je vais passer plutôt vite sur les premières choses que j'avais l'intention de vous dire, qui étaient un peu un état des lieux mondial, mais aussi dans le contexte suisse, de l'employabilité et des patients qui ont des troubles psychiques. Nous, on dit patients, je sais que ça va choquer certains d'entre vous, mais on l'a tous dit, alors c'est bon, j'assume. Là, je vais passer rapidement. C'était une dia pour vous dire que les troubles psychiques, ça coûte cher à la société au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau des rentes. Vous dites AH, j'ai bien compris dans tout ce qui se dit, voilà. Mais aussi l'absentéisme, et toutes ces choses-là. Ça, c'est pas une nouveauté. Ce que je relèverais peut-être plus tôt, c'est que on peut voir que peu de personnes qui ont des troubles psychiques sévères sont en emploi, alors que 10 à 20%, alors que 70 à 90% souhaiteraient l'être. Donc là, il y a quelque chose qui joue pas trop entre le désir des patients, des personnes qui souffrent de troubles psychiques, et puis la réalité sur le terrain. Pourtant, ça, je crois qu'on n'a pas besoin de le dire davantage. L'emploi est considéré comme un des principaux facteurs de rétablissement, ou en tout cas un des très importants, et l'inactivité est mauvaise pour la santé mentale. Pourquoi ces personnes, alors qu'elles souhaiteraient retravailler, ne sont pas au travail ? Il y a plusieurs facteurs, je pense qu'il y en a spontanément plusieurs qui vous viennent comme ça à l'idée. Quelques-unes que j'ai relevées là, c'est alors une modification du marché de l'emploi, on peut dire un durcissement du marché de l'emploi avec des situations toujours plus précaires pour tout un chacun, pas que pour les personnes qui ont des troubles psychiques, avec un taux de chômage de plus en plus élevé. Je crois que en Suisse on est un peu plus épargné que vous, puis vous êtes encore un peu plus épargné que d'autres pays d'Europe, mais c'est quand même quelque chose qui va plutôt en croissant et qui c'est clair, touche aussi en premier lieu les personnes les plus vulnérables. Une autre chose, c'est la désincitation des aides étatiques. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe chez vous, l'aide sociale. Enfin, quelqu'un qui travaille pas, à quoi il a droit? En Suisse, en tout cas, il a droit à un montant forfaitaire par mois qui est d'environ 1 000 €. Je crois que c'est un peu moins chez vous, si j'ai bien entendu dans une ou l'autre des présentations. Et puis, on peut dire que c'est un désincitateur à travailler, donc ça ne motive pas les gens à travailler, parce que si quelqu'un travaille jusqu'à concurrence de ces 1 000 €, ça lui est déduit de son allocation sociale. Donc qu'une personne travaille pour 1 000 € ou qu'elle fasse rien pour 1 000 €, elle a 1 000 € à la fin du mois. Donc on peut dire que c'est quelque chose qui va pas motiver les troupes. La désinsertion prolongée crée aussi une difficulté à retourner au travail, ça c'est évident. Et puis, la stigmatisation liée aux troubles psychiques, on l'a beaucoup abordé ces 2 jours, et puis c'est une réalité. Stigmatisation chez les employeurs, une stigmatisation par ailleurs dans la société, mais en tout cas, concernant le travail, c'est quelque chose qu'on voit très fort auprès des employeurs, je vais y revenir dans un instant. Et puis, ça, j'ai ajouté, parce que j'avais piqué une dia à un de mes collègues, mais j'ai ajouté, il me semblait qu'il manquait la crainte des intervenants. Je trouve que c'est clairement un obstacle à l'accès aux emplois pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Je crois qu'au départ, on l'avait aussi dans l'équipe, et puis c'est quelque chose qu'on avait beaucoup observé dans les équipes cliniques. Il y a une crainte chez les soignants, psychiatres, les médecins privés ou non, en hospitalier, une crainte de remettre en emploi les personnes qui ont des troubles psychiques. Ah non, le travail c'est trop stressant pour vous, qu'est-ce que ça va donner, vous allez être plus hospitalisé, etc. Donc il y a nos craintes qu'on projetait volontiers sur les patients, et puis qui faisaient qu'on encourageait en tout cas pas, sinon dissuader peut-être pas, mais on encourageait en tout cas pas le retour en emploi des patients. Et puis, un phénomène d'auto-stigmatisation qu'on avait évoqué aussi le premier jour, qui est, moi j'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, je lui demande, est-ce que vous travaillez? Non, je suis bipolaire. Voilà. Donc, comme si ça allait de soi, que si on a une maladie mentale, on ne retravaille pas. Par rapport à la stigmatisation, il y a cette enquête qui a été faite à Bâle, c'est dans le nord de la Suisse, auprès d'employeurs du service public, du service privé, qui posait cette question toute simple, parmi la liste suivante, qui est-ce que vous engageriez préférentiellement?
Et puis, dans la liste, il y avait, c'était toutes des personnes avec des problèmes de santé, mais il y avait des problèmes de santé physique, des problèmes de santé psychique, et on voit que parmi les 8 choix, les employeurs préféraient engager des personnes diabétiques en premier lieu. Et puis, dans le traîneau de fin, là, les moins désirés, c'était des personnes qui souffraient de dépression, de schizophrénie ou d'alcoolisme. Et puis, ce qui est jusque-là rien de très surprenant, mais ce qui était intéressant, c'est que si on rajoute à ces 8 possibilités un 9e choix, qui serait une personne est-ce que vous engageriez une personne qui n'a pas de problème de santé, mais dont vous savez d'emblée qu'elle n'est pas fiable? À ce moment-là, les employeurs disent qu'ils préféreraient en tout premier engager cette personne qui n'a pas de trouble de santé, mais dont ils savent qu'elle n'est pas fiable, donc qu'elle vient pas à l'heure, qu'elle s'excuse pas, etc. Ils préfèrent ça avant d'engager quelqu'un qui a des troubles psychiques. Là, je vais passer, sinon j'aurai pas assez de temps. Alors, d'où la création du dispositif Ressort. Il y a eu beaucoup de modifications au cours des 5 ans d'existence jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'état actuel. Donc, on travaille pour 2 types de populations différentes. La première, c'est la population dont j'ai parlé jusqu'à maintenant et dont je vais continuer de vous parler, c'est les personnes donc, qui souffrent de troubles psychiques et qui souhaitent retravailler, que j'ai mis ici en bleu. Et puis, au fil du temps, on nous a adressé un autre type de population qui est une population qui n'est pas encore psychiatrisée et qui est plutôt précarisée. Comme ça, c'est une population plus jeune qui montre des difficultés à intégrer le marché de l'emploi à la fin de l'école obligatoire. Une population plus psychosociale comme ça. Pour cette population-là, on a une sous-équipe qui s'occupe spécifiquement de faire des évaluations psychiatriques et d'accompagner ces personnes-là dans les soins, si c'est justifié. Donc si l'évaluation a conclu à des difficultés psychiques. Et donc voilà, c'est plus une population d'entrée en soins. Tu peux appuyer encore une fois. Non. Donc c'est plus une population pour laquelle on fait de l'entrée en soins. Donc on part de la demande d'emploi et de réinsertion et on l'amène vers les soins. Pourquoi ces ressorts qui s'occupent de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que le travail était un excellent levier avec cette population très jeune pour la faire prendre conscience de ses troubles et de l'incidence de ces troubles dans sa vie. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Alors c'est pas juste une arnaque. Une fois que la personne a accepté les soins, si elle a toujours un projet professionnel, on l'accompagne aussi dans ce projet professionnel. C'est pas juste maintenant que vous êtes en soins, nous c'est ok, au revoir. Donc il y a une continuité comme ça. Et puis pour la première population dont je vais davantage vous parler, donc on part vraiment de la clinique, c'est toutes les gens qui sont suivis et on va rechercher un emploi. Donc la première population dont je vais parler, c'est une filière, comme on dit. On a 3 filières dans Ressort. Les 2 autres filières sont pour la population bleue. Et une première des 2 filières ici, c'est un accompagnement qu'on appelle rapide, qui se fait sur la base du modèle IPS, pour lequel on a été formé à Montréal. Ça, c'est quand la personne a une demande d'emploi rapide. C'est-à-dire, elle vient vers nous, elle a un réseau de soins, tout est OK, et puis elle a une demande de retravailler très prochainement ou rapidement dans l'économie première, toujours. Puis, on a gardé quelque chose que vous connaissez peut-être plus ici, une deuxième filière qu'on appelle progressive, qui est un accompagnement qui demande un entraînement préalable, sous forme d'ateliers protégés ou autres. Et puis là, c'est un accompagnement progressif. La demande, la recherche d'emploi n'est pas immédiate. Il y a un entraînement en premier. Mais je crois qu'on a aussi pas mal parlé ces 2 jours de cette différence entre donc progressif où on entraîne avant de rechercher l'emploi et IPS où on met en emploi et on entraîne en parallèle. Tu peux passer. Alors maintenant, je vais illustrer ce qu'on ferait avec l'une ou l'autre, dans l'une ou l'autre de ces filières, avec ce patient dont vous a parlé Sabrina. Donc on se rappelle, c'était une personne de 35 ans. J'ai rajouté son formation parce que tu avais rien mis par rapport à sa formation. Il vivrait avec sa copine, disons. Il a des plaintes spontanées, des difficultés cognitives, des difficultés de mémorisation et des difficultés attentionnelles. Il souffre de schizophrénie.
il a envie de trouver du travail dans la première économie, donc a priori, ressort entre en jeu, et il a une passion pour l'automobile. Ses valeurs sont l'autonomie, enfin une de ses valeurs est l'autonomie, c'est très bien. Alors, si on imagine que cette personne demande à retravailler immédiatement, elle se dit je me sens prête, je veux rechercher un emploi, j'ai pas de formation, pour nous c'est pas grave, donc on va l'orienter dans une filière IPS où on va aller rechercher, j'ai juste remis les critères IPS, mais ils vous ont été présentés hier plus en détail. Donc on va rechercher un travail compétitif pour tous, c'est-à-dire qu'on n'exclut personne, aucun diagnostic n'est exclu pour participer à ce programme immédiatement. Donc on lance les démarches de recherche immédiatement, selon les préférences et les intérêts de la personne, avec un soutien de notre part, un accompagnement en emploi qui a priori est illimité et en collaboration avec le réseau de soins. Concrètement, on ferait une première chose qui serait la recherche d'emploi, tout à fait. On commencerait par dispenser de l'information à cette personne, comme je vous disais avant. Enfin, le fait d'informer les personnes fait tout à fait partie des principes d'IPS. On doit informer sur ce que les personnes risquent ou pas à retravailler, rien que sur le plan financier. Comme je vous disais, quelqu'un qui retravaille, qui gagne 1 000 €, peut-être il s'attend à avoir un chèque plus grand à la fin du mois, et puis il va perdre ses avantages sociaux et il n'aura pas d'argent en plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit informer. On ne peut pas embarquer les personnes dans quelque chose pour lesquelles elles ne comprendraient pas bien le tenant et les aboutissants et les risques liés à la démarche. Donc on informe notamment sur ces choses sociales, et puis pour ça on utilise, c'est très TCC comme modèle, hein, très contrôlant. On peut faire des balances décisionnelles. De toute façon, c'est une décision qu'on va prendre avec le réseau de soins, le psychiatre de la personne. Donc ça, c'est toutes des choses qui se discutent. Une fois que la personne sera vraiment décidée à rechercher un emploi, à vouloir travailler, on va définir au plus près le profil du poste qu'elle recherche par rapport à ses intérêts, par rapport à ses valeurs, à l'environnement qu'elle souhaiterait avoir, l'environnement de travail. Un patron, une grande équipe, une petite équipe, un endroit lumineux, un endroit sombre, voilà. Pour ça, on a toute une série d'outils de testing, dont l'évaluation vocationnelle, qui est l'outil préconisé estampillé IPS. Et ensuite, on se lancera dans la recherche de places de travail. Pour ça, on fait du démarchage, quelque chose que j'imaginais pas faire quand je me suis formée comme psychologue, c'est-à-dire qu'on va toquer aux portes des entreprises, rencontrer les employeurs et leur demander s'ils ont une place et s'ils engageraient la personne qu'on représente ou qui nous accompagne. Ça dépend, ça se définit avec le patient. Alors évidemment, quand on fait ce démarchage, on parle pas de diagnostic. Moi, j'imagine bien que si j'arrive, je toque et je dis à un employeur, j'ai un patient schizophrène qui adorerait travailler chez vous. Jamais un employeur va me dire, ah oui, ça m'intéresse. Ça, c'est clair que non. Donc, on prend le parti de pas parler de diagnostic. De toute façon, au pire, ça révèle chez lui des représentations plutôt négatives. On va plutôt parler. Ce qui l'intéresse, finalement, c'est savoir sur quoi il peut compter avec cette personne et sur quoi, qu'est-ce qui va être plus difficile. Donc, on parle en termes de limitation fonctionnelle. Alors, je suis cette personne, quand elle travaille, elle a un rendement un peu moindre, ou elle est plus lente dans ses actions, ou ça, vous allez tout à fait pouvoir lui demander, ça peut-être moins, etc. Donc, on parle en ces termes-là, en général, ça a plutôt un effet de rassurer l'employeur, pas toujours. J'ai mis principe de l'entonnoir parce qu'on part vraiment comme de l'emploi idéal souhaité par l'usager. Et puis ensuite, on élargit en fonction de ce qu'on trouve, de ce qu'on trouve pas. Mais on essaye vraiment au départ d'être au plus près de ce que nous a décrit comme emploi de rêve le patient. Je vais terminer parce que là, c'est presque fini. Ok. Ensuite, une fois qu'on a trouvé l'emploi, on fait du maintien en emploi. Pour ça, on a un contact régulier avec l'employeur. C'est super important. L'employeur, il voit beaucoup plus l'usager que nous. Il est beaucoup plus en contact avec lui que nous. Il le voit dans des situations que nous, on ne le voit pas. Donc c'est une source d'information super importante. En général, c'est apprécié aussi par l'usager qu'on ait ce genre de contact-là.
Des contacts évidemment encore plus réguliers avec l'usager. Moi, je privilégie beaucoup le contact téléphonique. Donc, ça se peut que je les appelle si on se voit pas une semaine. Je passe un coup de fil, on débriefe, on regarde comment s'est passé un peu la semaine. Et puis voilà, c'est une espèce de pointage comme ça qui fait du bien. On peut faire de la prévention de rechute en emploi. Enfin, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on essaie d'identifier les facteurs qui serait annonciateur d'une décompensation, simplement en discutant avec la personne. Hein. Toi, comment ça se passe c'est quoi tes signes qui font que tu sais que ça va aller moins bien? C'est ça. Ok. Puis moi ou ton employeur de l'extérieur, c'est quoi les signes qu'on va pouvoir voir pour savoir que tu es dans une période qui va moins bien, puis peut-être il faut lever le pied ou peut-être. Donc, c'est des choses qu'on identifie ensemble et puis qui sont très utiles. On collabore étroitement avec les médecins, donc en cas de signes de ce style-là, c'est quelque chose qu'on communique souvent. Souvent, on voit nous-mêmes beaucoup plus souvent l'usager que le médecin, donc on est une mine d'informations super riche pour le réseau de soins. On les renseigne souvent beaucoup sur l'état actuel de la personne. On peut imaginer que l'entraînement, si on constate qu'il y a des difficultés en lien avec l'emploi, d'attention, par exemple, que c'est des choses qui posent problème, c'est qu'on peut tout à fait imaginer un entraînement sur le lieu de travail, quelque chose de très écologique, comme disait Monsieur Van der Linden. Moi, je suis formée aussi à la remédiation cognitive RECOS, donc c'est quelque chose qu'on couple pour avoir une meilleure validité. Et on a de bons résultats avec ça. On peut imaginer tout à fait une prise en charge mindfulness en parallèle pour diminuer l'impact des voix, si c'est ça qui crée un fléchissement de l'attention, etc. Ensuite, on fait toutes des choses, un peu TCC comme ça, comme de la résolution de problèmes. J'avais un usager qui était passé vraiment d'une absence d'activité totale à un 100%. Dans un bureau, dans un job qui lui plaisait moyennement, mais bon. Et puis, arrivé au bout de 6 mois, il commençait à montrer des signes de fatigue, un peu de désinvestissement, etc. Puis, on a discuté, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis, on a découvert qu'il n'avait pas pris en fait de vacances depuis 6 mois, tout simplement. Et puis, moi, j'ai regardé ça un peu avec lui, dit mais comment ça se fait que vous n'avez pas pris? Ah, mais en fait, il avait tout un tas de croyances sur s'il prenait des vacances, on allait penser de lui que c'était quelqu'un de flemmard, pas investi, qui en voulait pas dans sa place, etc. Donc, on a travaillé un peu sur ses croyances pour changer son regard sur ça, puis qu'ils se disent ah mais oui, en fait, les gens ils prennent des vacances tous les 3-4 mois en moyenne, j'aurais tout à fait le droit. Alors il en a pris une, mais ça lui a fait des plus grands biens, donc c'était un effet positif, puis du soutien évidemment. Super rapidement, si on mettait cette personne dans un suivi progressif, donc elle dirait ah, j'aimerais retravailler à terme, mais c'est vrai que tout de suite je me sens pas. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Je suis pas sûre que j'en suis capable. J'aimerais mieux être évaluée. Est-ce que vous pensez que passer par un stage d'abord? Non, j'aimerais mieux. Vous n'avez pas des évaluations, etc. Alors oui, à ce moment-là, on l'oriente dans un suivi plutôt progressif. On pourrait imaginer une évaluation ergothérapeutique au début. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait chez vous. Oui, on en a parlé un peu avant. Donc c'est une évaluation qui se fait en atelier sur le site hospitalier où ils évaluent tout un tas de choses, des éléments cognitifs aussi, des éléments transversaux par rapport à n'importe quel travail, c'est-à-dire la présence, le respect des horaires, les liens avec les autres personnes présentes dans l'atelier. On pourrait imaginer qu'après cette évaluation, si ça a mis en évidence ces troubles, les fameux troubles attentionnels, on pourrait imaginer une remédiation cognitive. En parallèle, l'intégration d'un ESAT. Si la traduction est juste, progressivement, on pourrait imaginer commencer à 40%, faire quelque chose de progressif jusqu'à du 80%. Et puis ensuite passer à des stages d'orientation pour que la personne voit différentes. Elle avait un intérêt dans les voitures, elle pourrait essayer, je sais pas, taxi, vendeur de pièces détachées ou autre chose. Et puis ensuite emploi. Puis à ce moment-là, on fait le soutien d'emploi. Donc vous voyez, l'idée c'était de vous montrer vraiment un peu les deux temporalités différentes et qui justifiaient les deux filières qu'on a à ressort. Je crois que c'était ma dernière dia. Vu que c'est l'heure, je crois que on va terminer sur ça. Mon accent anglais étant tellement terrible, je vous laisse juste lire. Mais c'est quelque chose auquel... Enfin, c'est humoristique, mais c'est quelque chose auquel on croit quand même fort.
Voilà, Laurent Jacquemin. Je voulais donc vous remercier. Je crois que vous êtes infirmière, la première personne qui avait, la première personne, oui, la première personne qui a parlé, hein, c'est ça. Vous êtes Dominique, c'est ça. Ah non, j'ai confondu les deux. Voilà. Donc la première personne qui a parlé, j'ai été touché parce que vous avez parlé de ce qui vous anime et vous fait du bien à vous et votre système qui vous a permis de vous-même vous réhabiliter personnellement. Et je dirais, c'est à la fois c'est très honnête et et je crois que c'est finalement un peu un message pour l'ensemble de ce colloque, c'est qu'effectivement l'ouverture à l'autre et à la possibilité de penser pour l'autre des possibles et ne pas l'enfermer dans ma vision que je peux avoir sur lui en fonction des études qui m'ont formé ou déformé. C'est aussi la manière dont je me traite moi-même et j'ai ma propre pensée sur moi-même. Hein, et vous vous dites, ce qui est bon pour vous, vous avez envie de le transmettre à d'autres. Voilà. Je vous remercie pour ce commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense effectivement, c'est toujours compliqué de dire à quelqu'un fais ça, ce sera bien pour toi, si on n'a aucune idée de ce que ça fait pour nous ou de ce que ça peut être. Donc je pense que c'est pas mal et c'est vrai, c'est un des slogans de la pleine conscience, c'est l'idée qu'on doit s'entraîner pour soi avant de pouvoir le proposer aux autres et connaître ce que ça fait en soi. Alors merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, d'autres questions? Oui, une question devant? C'est simplement une question culturelle. Vous vraiment prenez des vacances chaque fois? Pas vous? Ah oui, nous on prend Oui. beaucoup de vacances. Beaucoup de vacances. Non, nous avons le droit une fois par année. Ok. Combien d'heures par semaine vous travaillez? À peu près 60, 40 à 60. C'est vrai? Non. Oui. Oui, alors, c'était pas une blague. Il faut venir travailler en Suisse. Chaque 3 mois. On a 6 semaines de vacances. Oh, Voilà. très beau. Enfin, 5 officiellement, mais oui, on fait un horaire spécial. Ouais, non, 5, pardon.